Messieurs, dames, Tanguy Koki. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Vous devez savoir que le Sénat a rejeté la demande, bien sûr, du procureur pour la Cour constitutionnelle qui avait demandé, bien sûr, la levée des immunités de deux sénateurs qui ont des ennuis avec la justice. Pourquoi? Vous aurez la réponse dans cette émission et en plus vous devez savoir que Matata Ponyo Mapon, l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, a porté plainte pour dénonciation calomnieuse bien sûr contre Jules Alinguetti, l'inspecteur général de finances. Et ensuite nous allons parler également de la pétition entamée depuis longtemps par Steve Mbikai, qui a déjà récolté une affaire de 40 ou bien 45 signatures de la population. Steve Mbikai veut quoi? La suppression du Sénat, la suppression du CENSA et la suppression du Conseil économique. A-t-il tort ou raison? Et si jamais là, le Sénat arrive à être supprimé, que deviendra bien sûr l'ancien président de la République élu, qui est Joseph Kabila, puisqu'aujourd'hui il est sénateur à vie. Il pourra perdre cette casquette, ses statuts, et redevenir un jour candidat président de la République. C'est juste une question. À mon niveau, je ne saurais pas donner réponse, bien sûr, mais dans les lignes qui suivent, vous aurez bien sûr une réponse avec de plus amples détails, bien sûr avec notre invité. Maître Joël, bien sûr, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. C'est vous notre invité. Maître Joël, vous êtes là, bien sûr, c'est pour analyser l'actualité ensemble avec nous. Première thématique, Matata Ponyo sauvé par le Sénat. Le Sénat pense que Matata Ponyo ne peut pas être jugé à la Cour constitutionnelle, mais plutôt à la Cour de cassation. En plus de cela, l'homme a porté également plainte contre Jules Alinguetti, l'inspecteur général aux finances. Commençons d'abord par la non-levée des immunités de Matata Ponyo. Vous avez jugé ça normal? Vous êtes satisfait du fait que l'autre fois, vous aviez dit que c'était la Cour de cassation et non la Cour constitutionnelle? Oui, si vous lisez l'article 1er de notre Constitution, il est clairement dit que la RDC est un état de droit. Et lorsqu'on est dans un état de droit, tout doit se passer conformément aux droits, donc aux lois qui régissent le pays. Les compétences sont d'attribution. Ce n'est pas que le Sénat a sauvé Matata Ponyo, mais le Sénat s'est juste conformé à l'état de droit, donc il a fait ce que dit la loi. Okay. La compétence de traduire en justice les sénateurs ne revient pas au procureur général près la Cour constitutionnelle, mais c'est plutôt à son collègue qui est au parquet général près la Cour de cassation. Donc, sur base de cette incompétence du procureur près la Cour constitutionnelle, le Sénat ne devait que rejeter sa demande de lever des immunités parce que Matata Ponyo, aujourd'hui sénateur, ne relève pas de la Cour constitutionnelle. Nous l'avons dit, mais il relève plutôt de la Cour de cassation. Parce que la Cour constitutionnelle, ceux qui n'ont pas fait le droit doivent le savoir, il n'est pas une juridiction pénale. Elle ne devient une juridiction pénale qu'exceptionnellement pour juger le président de la République ou le Premier ministre en fonction pour des infractions bien déterminé. Très bien. Donc, Matata Ponyo, n'exerçant plus aujourd'hui les fonctions de Premier ministre, et comme il a déjà un autre statut, donc il est sénateur élu, il ne relève plus de la Cour constitutionnelle, mais plutôt de la Cour de cassation. Donc, la demande qui vient du parquet général près la Cour constitutionnelle ne peut pas être reçue par le Sénat, sinon ce serait une violation. Maintenant que la demande est rejetée, vous pensez que le procureur, pour la Cour de cassation, peut se saisir du dossier et introduire aussi sa demande? Il ne perd pas sa compétence. S'il estime qu'il y a lieu de le poursuivre pour des faits qui lui sont reprochés,
il peut toujours aller devant le Sénat pour solliciter la levée des immunités et puis les traduire devant la Cour de cassation. Bref, aujourd'hui, je me rends compte que l'affaire immunité protège certains criminels. Non, ce n'est pas la protection. Nous venons de le dire. Le Sénat n'a pas rejeté la demande parce qu'il protège un sénateur. D'abord, le débat a été déclaré à huis clos et pourquoi? Bon, ça dépend. Ce dossier a été traité à huis clos. Oui, il n'est pas interdit de traiter un dossier à huis clos si on estime qu'il y a certaines sensibilités et qu'on ne doit pas laisser tout le monde... Mais il n'y avait pas mort d'homme, pourquoi traiter à huis clos? La sensibilité ou la délicatesse d'une question n'a pas forcément à voir avec la mort d'homme. Donc ça dépend... Elle peut être dit à quoi? Bon, je n'ai pas suivi la plénière, je ne connais pas les raisons qui ont poussé les honorables sénateurs à estimer que la question devait être débattue à huis clos. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas interdit. Ils n'ont violé aucune loi de la République. Directement d'ailleurs, avant cette décision, Matata Ponyo avait déjà porté plainte contre l'inspecteur général aux finances, M. Gilles Alingueti. Ce n'est pas une façon pour lui d'étouffer également le bon déroulement de la justice dans ce dossier? Étouffé, je ne crois pas, parce qu'il ne fait que lui aussi, en tant qu'individu, exercer ses droits fondamentaux, parmi lesquels porter plainte contre une personne qui aurait commis des infractions dont lui s'estime victime. Il dit qu'il y a des dénonciations calomnieuses, bien sûr, dans l'affaire Bukanga Alonso. Puisque tous les jours, si l'IGF dit que Matata Ponyo aurait détourné plus de 300 millions de dollars américains dans l'affaire Bukanga Alonso. C'est son droit de porter plainte si il estime que ce que fait l'IGF constitue une infraction et que lui serait victime de cette infraction-là. Ouais. Mais la question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir si l'inspecteur général des finances est compétent ou a la mission de faire ce qu'il fait là. Il ne peut pas dénoncer comme ça à la télé, dénoncer que tel est construit, il ne peut pas dénoncer. Il appartiendra maintenant à la justice de voir. Nous, nous pouvons que analyser. Ouais. Mais le pouvoir revient à la justice. Parce que si vous lisez les décrets de 2004 qui modifient l'ordonnance de 1987 qui crée l'inspection générale des finances, vous allez comprendre que c'est un service d'audit supérieur placé auprès du gouvernement qui a la mission de contrôler le gouvernement par rapport à l'utilisation des fonds publics, donc de l'argent de l'État. Ouais. Et que la méthodologie d'exercer ces contrôles revient aussi dans le pouvoir de l'IGF qui peut estimer qu'au lieu de se limiter seulement dans son bureau, mais il peut aussi expliquer aux Congolais, parce que c'est l'argent de l'État. Bien sûr. Tous les citoyens ont droit de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent de l'État, ou qui gère quoi, a fait quoi avec ce qu'on a alloué à son service comme fonds. S'il estime que sa méthodologie-là est bonne, je ne vois pas en quoi on peut dire qu'il est en train de commettre l'infraction de dénonciation calomnieuse. Mais dans tous les cas, c'est à la justice de voilà. nous partager. Maître Joël, pourquoi Matata n'a pas voulu attendre aller présenter ses moyens de défense devant la justice, mais plutôt mettre fin aux polémiques, aller directement à la justice, saisir la justice contre l'IGF? Vous ne voyez pas que c'est trop vite allé en besogne aussi de la part de Matata? Bon, même s'il faut dire qu'il va vite en besogne, mais ça n'influence pas. Ça n'influence pas l'action de l'IGF, moins encore de la justice, parce que dans tous les cas, c'est toujours le pouvoir judiciaire qui va connaître de toutes les affaires. Que ce soit les faits mis à sa charge, lui, Matata Ponyo, que ce soit sa plainte déposée contre
l'IGF, c'est toujours la justice qui va faire son travail. Il n'y a pas d'influence négative là-dessus. Peut-être que ça peut retourner contre lui. Il en tirera des conséquences. Des conséquences, voilà. Chers compatriotes, vous devez savoir que le Sénat a refusé de lever les immunités de Matata Pogno et son collègue. Pourquoi? Puisque le procureur général près la Cour constitutionnelle n'a pas droit aux qualités de faire cette demande. Pourquoi? Puisque Matata Pogno ne peut pas être jugé devant la Cour constitutionnelle, mais plutôt devant la Cour de cassation. Entre-temps, Matata Pogno a aussi également porté plainte pour dénonciation calomnieuse, bien sûr, contre l'IGF dans l'affaire Bukanga Lonzo. Voilà. Qui l'emportera? On attend voir la suite. Revenons toujours au niveau des affaires immunité. Il peut arriver que le Sénat dit, en tout cas pour le moment, il n'y a pas question d'élever les immunités de Matata et son collègue. Au cas où le Sénat est saisi par une demande qui vient d'une autorité compétente, donc le procureur général près la Cour de cassation, le bureau ou le Sénat peut apprécier, de l'opportunité, je l'ai dit lors de l'émission passée, le Sénat peut apprécier de l'opportunité. Il ne s'agit pas de protéger les sénateurs ou de les couvrir d'impunité, mais s'ils estiment qu'ils ont encore besoin de lui par rapport à la session en cours, on peut estimer que ce n'est pas opportun d'élever ces immunités. Mais ils ne peuvent pas refuser parce que le fonctionnement du Sénat ne doit pas aussi entraver au fonctionnement du pouvoir judiciaire, surtout en ce qui concerne la lutte contre l'impunité. Très bien. Puisque nous sommes au Sénat, on doit parler également du Sénat. Stephen Bikai, vous le connaissez aujourd'hui, député national, ancien ministre des Affaires sociales, a commencé ou bien a initié une pétition dans laquelle il veut qu'on supprime le Sénat, qu'on supprime le CENSA et qu'on supprime aussi les conseils économiques. Vous connaissez d'abord ces trois structures de l'État. Commençons d'abord avec les conseils économiques. Le conseil économique, pour vous, aujourd'hui, n'a pas sa raison d'être? Le conseil économique et social a sa raison d'être parce que son existence est légale. Ouais. Trouve sa base ou son fondement dans un texte juridique. Il dit que c'est budgétivore. C'est budgétivore par rapport à quoi? Le problème qui est là, c'est que ce n'est pas une institution qui existe depuis que notre pays existe. Ouais. Nous sommes dans une première expérience. Il ne faut pas aller trop vite pour faire un bilan et estimer que c'est une institution qui ne fait rien, qui est budgétivore. Voilà. Donc, cet organe, il faut attendre, ouais, voir si cette institution va atteindre les missions qui lui sont assignées ou non. Je suis maintenant à ce niveau-là. C'est quoi le vrai travail du Conseil économique et social? Le Conseil économique et social a pour mission de conseiller le gouvernement sur tout ce qui concerne le développement socio-économique du pays. Très bien. Le CENSA, avec Olengankoy. Le CNSA a été créé sur base d'un accord pour le suivi du processus électoral en République démocratique du Congo. Là, nous sommes en 2017, fin 2017. Le problème, ce n'est pas l'année de sa création. Voilà. Ce n'est pas par rapport à la date de sa création, mais par rapport à la mission. Ouais. Le processus électoral ne concerne pas que l'élection du président de la République ou l'élection des députés et sénateurs. Mais ça concerne aussi des élections urbaines, municipales et locales. Qui n'ont jamais été organisées. Depuis 2006. Ouais. Donc c'est clair que
le CNSA n'a pas fini sa mission et on ne peut pas aujourd'hui réclamer sa suppression. Qui est presque quasi inexistant. Aujourd'hui, on ne sent même pas sa présence, la pression, on ne sent rien du CNSA. Ce qu'il faut faire, c'est de faire pression pour lui demander de faire son travail. Or, ce n'est pas aussi à ses conseils d'organiser ces élections-là. Cette institution dépend de quelle autorité? Bon, c'est une institution qui est presque à part entière. Oui, c'est une institution comme un chevet dans la soupe, particulière, mais oui, qui peut être pris dans l'essence des institutions d'appui à la démocratie. Institution d'appui à la démocratie, mais par quel mécanisme on accède, bien sûr, à la présidence de cette structure? Puisque je sais très bien que dans l'accord de la Saint-Sylvestre, on nous dit que c'était le président du Conseil des sages du Rassemblement à l'époque qui devrait devenir président du CNSA et le président du Rassemblement qui devrait devenir Premier ministre. C'était ça, la logique. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une structure, on ne sait pas qui nomme les animateurs là-bas, mode de cessation de leur pouvoir, tout ça. Leurs attributions, ça commence où, ça termine où, ils sont sanctionnés par qui? Mais très simple la cessation de la mission, même du pouvoir des animateurs du CNSA, est automatiquement liée au processus électoral qui devait prendre fin donc jusqu'à l'organisation des élections locales. Très bien. Comme ces élections ne sont pas encore organisées, cette institution a sa raison d'être. La bonne manière de la supprimer, institution, bien sûr, c'est d'organiser les élections, donc à tous les niveaux, avec le processus électoral jusqu'à la fin, à tous les niveaux comme c'est prévu. Ne voyez-vous pas que c'est de trop là? Stephen Mbika pouvait avoir raison. On ne comprend rien, puisque c'est depuis 2006 que nous sommes bloqués. On a presque 14 ans passés, on ne sait pas organiser les élections sur le plan local. C'est ça le problème. Mais c'est ce que j'ai dit, la faute n'incombe pas au CNSA. Parce que ce n'est pas au CNSA d'organiser les élections. Il ne fait que le suivi. C'est à la CENI de convoquer le corps électoral pour organiser les élections à tous les niveaux. Très bien. Et le CNSA n'avait pas demandé à la CENI de se limiter seulement à l'organisation des élections présidentielles et législatives. Merci. Vous comprenez, il s'appelle Maître Joël. Maître Joël, avocat barreau Congo central. Ah oui, là, je commence à comprendre les termes des juridiques. Des juristes, bien sûr, le terme avocat barreau Congo central. Mais il peut d'ici à Kinshasa. Je ne sais pas, les hommes en noir. Non, le mensonge et la vérité, non, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le mensonge. Merci. Je risque de tomber dans quoi? Parce que chez vous, il n'y a que des articles. Quelle fraction. On va en parler dans une autre circonstance. Merci beaucoup, ça fait c'est un grand plaisir de je suis avec Maître. Maître, acceptez maintenant qu'on parle du Sénat. L'homme veut également qu'on supprime le Sénat. Juridiquement, a-t-il des arguments fondés, sociologiquement, politiquement, et quelles sont les vraies conséquences qui peuvent en découler aussi? Je crois que il y a beaucoup de critères qui nous permettent d'emblée comme ça de dire que sa démarche n'est pas fondée. Sa démarche n'est pas fondée? Oui, sa démarche n'est pas fondée. La démarche de Steve Mbika n'est pas fondée? Oui, n'est pas fondée. Et pourquoi? Parce que ça, c'est la leçon qu'on va donner maintenant à Steve Mbika. Le Sénat est une composante d'une institution de l'État qui est le Parlement. Très bien. Nous avons un Parlement bicaméral, donc avec deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat. Ouais. Et le Sénat a son rôle. Un rôle législatif, donc les sénateurs peuvent examiner les projets de loi qui viennent du gouvernement ou soit les propositions qui viennent des mêmes sénateurs. Très bien. Le Sénat contrôle aussi le gouvernement, les services et les entreprises publiques. Non seulement ça, lorsque
le président de la République, lorsque le poste du président de la République est vacant, avant l'organisation des élections, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim du président de la République. Très bien. Non seulement ça, les anciens présidents de la République élus deviennent sénateurs à vie. Donc c'est au Sénat qu'ils vont. Ils ont ces statuts parce que le Sénat existe. Ça, c'est sur le plan politique. Mais aussi sur le plan social. Nous sommes dans un pays où l'emploi n'est pas facile. Donc l'État n'a pas une bonne politique de création d'emplois et que le taux de chômage est très élevé. Supprimer aujourd'hui le Sénat, ça veut dire que sur le plan social, on veut supprimer les emplois qu'on ne sait déjà pas créer. Parce que le Sénat, quand on parle du Sénat, il n'y a pas que des sénateurs. Il y a aussi une administration publique attachée au Sénat, dirigée par un secrétaire général. Très bien. Et qu'il y a des directeurs, des chefs de division, des chefs de bureau, des attachés des bureaux première, deuxième classe et les huissiers. Demander aujourd'hui de supprimer le Sénat, c'est renvoyer tous ces fonctionnaires de l'État au chômage. Ok. Renvoyer 109 sénateurs au chômage. Or, quand on a 109 sénateurs, on a à peu près 109 chauffeurs, ok, 109 assistants parlementaires, et il y a un bureau. Vous avez oublié au aussi Sénat, les policiers qui ont commis à leur garde. Non, les policiers vont faire leur travail. Ils sont commis à leur garde, mais même si on supprimait le Sénat, ils vont continuer à être policiers. Mais parlons de ceux qui vont perdre de l'emploi. Les membres du cabinet, des membres du bureau du Sénat. Ils sont en fonction, non? Bien sûr. Parce que le Sénat existe. Je crois que c'est inutile. C'est inutile de chercher la suppression du Sénat parce que l'existence du Sénat ne cause pas du tort à la République. Nous ne manquons pas quoi que ce soit aujourd'hui parce que le Sénat existe. La RDC Nous manque n'avons vraiment... rien à reprocher à l'existence du Sénat pour solliciter sa suppression. C'est une institution de l'État. Merci. Qui existe dans la Constitution et que demander sa suppression veut dire on cherche la révision constitutionnelle parce que la suppression du Sénat implique aussi la révision de plusieurs articles de la Constitution. Merci. Aujourd'hui, on supprime le Sénat, par malheur ou bonheur, je ne sais pas. Le sénateur à vie perd son statut, il devient qui? Il pourrait encore se représenter à la magistrature suprême, c'est pas normal, c'est pas logique. J'ai dit que s'il faut supprimer le Sénat, il faut commencer par réviser la Constitution. J'ai dit oui, par malheur ou bonheur, selon les pétitionnaires, par malheur ou bonheur, allons dans leur logique. Maintenant, que deviendra le sénateur à vie? C'est sûr que lorsqu'on va réviser la Constitution pour supprimer le Sénat, le Parlement va voir quel statut donner notamment aux anciens présidents de la République qui doivent devenir sénateurs à vie au cas où on estime qu'il faut supprimer le Sénat. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Parce que, contrairement à l'Assemblée nationale qui peut être dissoute, le Sénat non. Et pourquoi on ne dissout pas Parce le que Sénat? le Parlement doit toujours exister. C'est une institution, mais qui a deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat. Et pourquoi cette institution doit toujours fonctionner. C'est comme ça qu'on ne peut pas dissoudre le Sénat, parce que s'il arrive
qu'on dissoute l'Assemblée nationale, le Parlement va continuer à fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections pour Maître, là, le fonctionnement d'une nouvelle Assemblée nationale. Il y a une information que j'ai. J'ai une information, je voudrais bien sûr insister là-dessus. Il y a d'abord, dans un premier temps, le Parlement tel qu'il est là. Le Sénat ne peut jamais être dissous. Non, non. 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 Pourquoi? La première question. Deuxième question, l'Assemblée, oui. Et pourquoi l'Assemblée et non le Sénat? Pourquoi l'Assemblée nationale et non le Sénat? Oui. Parce que tout est régi par la Constitution. La Constitution dit que lorsqu'il y a crise permanente entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, crise permanente, c'est-à-dire l'Assemblée nationale bloque le fonctionnement du gouvernement, l'action du gouvernement. Les premiers ministres ou les membres du gouvernement sont tout le temps démis de leurs fonctions par les votes de motion au niveau de l'Assemblée nationale, ou soit chaque fois que le gouvernement soumet une question à l'Assemblée nationale, on rejette, on bloque, et cette situation ne permet pas au gouvernement de mettre en place sa politique. Le président de la République peut constater qu'il y a crise et il peut, en concertation avec les premiers ministres et les présidents des deux chambres, donc du Sénat et de l'Assemblée nationale, dissoudre l'Assemblée nationale. Mais la Constitution ne lui donne pas le pouvoir de dissoudre le Parlement. C'est comme ça que le Sénat ne peut pas être dissous, parce que la Constitution ne le prévoit pas. Très bien. Dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat équivaut à la dissolution du Parlement, ce qui n'est pas prévu dans la Constitution. L'investiture du gouvernement, c'est l'œuvre de l'Assemblée nationale ou du Sénat et de l'Assemblée nationale réunis en congrès? L'investiture du gouvernement revient dans les attributions de l'Assemblée nationale. Et pourquoi les sénateurs peuvent aussi contrôler le gouvernement? Oui, parce que la Constitution levée. En fait, c'est le Parlement. C'est une institution, mais qui a des chambres. Et on a privilégié l'une au détriment de l'autre. L'Assemblée nationale a plus de pouvoir sur le gouvernement parce que le gouvernement est son émanation. Ouais. Est-ce que le Sénat ne peut pas aussi destituer, ne peut pas aussi voter une motion de défiance contre un membre du gouvernement? Le Sénat votait une motion de défiance contre un membre du gouvernement. Je crois que non, parce que la loi ne le prévoit pas. Ah, ok. Contrôler, oui, c'est mais prévu dans la Constitution. Mais pas voter une motion? Non. Ne pas sanctionner? La sanction, c'est le pouvoir de l'Assemblée nationale. Ah, ok. Parce que le gouvernement est une émanation de l'Assemblée. Mais le Sénat sanctionne qui? Personne. J'ai l'impression. Le Sénat. Oui, j'ai l'impression que le Sénat ne sanctionne pas quelqu'un. Mais l'autorisation de poursuite ou la levée des immunités, on peut aussi dire que c'est une sanction politique. Mais c'est entre eux. C'est entre eux. C'est entre eux. Parce que moi, j'aimerais voir aussi le pouvoir du Sénat à ce niveau-là. Mais le Sénat n'en a pas. Le pouvoir n'est pas que le pouvoir de sanctionner, parce que les compétences sont toujours d'attribution. Très bien. Donc on ne peut pas exercer les compétences que la loi ne reconnaît pas. Très bien. On dit que le Sénat est l'émanation de nos provinces. Qu'est-ce que le Sénat fait pour le compte de nos provinces? Ce n'est pas que le Sénat fait ou doit faire quelque chose pour les provinces, mais ce sont les députés provinciaux qui votent les sénateurs. Et les sénateurs représentent des entités territoriales. Ok. Voilà. Et pourquoi le président de l'Assemblée nationale ne peut pas remplacer le président de la République en cas d'empêchement? J'ai dit que les compétences sont d'attribution. On ne peut exercer des compétences J'ai l'impression qu'au Sénat, il y a plus de privilèges.
d'autres privilèges. Il s'agit d'une institution qui a des chambres. Le constituant a voulu partager les compétences entre les deux chambres. Ils ont des compétences qu'ils exercent tous deux en matière législative. Une proposition de loi peut émaner d'un député, tout comme d'un sénateur. Très bien. L'initiative de la révision constitutionnelle peut venir des députés, peut venir des sénateurs, mais ils ont aussi des attributions différentes. Merci, vous avez compris. Maître Joël a expliqué, bien sûr, avec tous les détails possibles. Chers compatriotes, acceptez qu'on touche aussi à certaines questions d'actualité. Par exemple, aujourd'hui, les duos, les tandems, Mozito et Fayoulou, a organisé une messe d'action de grâce pour la paix à l'est du pays. Comment vous jugez ça ou comment vous analysez cette action? C'est de leur droit. D'abord, ils sont des acteurs politiques. Et particulièrement pour Fayoulou, aux élections de 2018, il a bénéficié d'un soutien inattendu des Congolais de partout. Et qu'il est tout à fait normal, et surtout vous l'avez voté, qu'il puisse lui aussi soutenir ces Congolais, surtout ceux de l'Est qui sont dans une situation complexe. Vous avez aussi voté Fayoulou en 2006. Vous allez me dire que le vote c'est un droit. Si j'ai voté Fayoulou en 2018, d'abord c'est pas moi qui ai voté Fayoulou. Ce sont les Congolais qui ont voté Fayoulou. Là, ce n'est pas à démontrer, c'est connu de tout le monde, ce n'est pas un secret. Et moi aussi, je suis Congolais, donc... Vous avez aussi voté pour Fayoulou. Ce n'est pas question de particulariser. Les Congolais ont voté Fayoulou. Certains Congolais ont voté Fayoulou. La majorité d'ailleurs. Non, si c'était la majorité, il devrait devenir président de la République. Là, c'est une autre question. Bien sûr que oui. Nous ont imposé leur logique et aujourd'hui on peut plus revenir parce que même si on revenait, quand même si on revenait dans les débats, de toutes les façons, il y a quelqu'un qui est proclamé, qui a été investi et qui continue à diriger les pays, mais on ne changera pas l'histoire. Ne me décevez pas quand même, puisque là, vous êtes sur un terrain un peu plus glissant. Bon, vous voulez que je ferme l'entre parenthèses là-bas, que je continue? Non, vous avez la liberté de vous poser vos questions. Moi, je vais répondre. Bon, merci beaucoup. La Cour constitutionnelle n'a pas tripoté quelque chose, maître. Fayoulou a été incapable de brandir ses preuves au niveau de cette institution. Bon, merci. Évoluons. Voilà. Le chef de l'État dans les Katanga, l'espace Katanga, et là, il a visité certaines entreprises. Il a inauguré une banque là-bas. Et puis, il veut à tout prix que les Congolais profitent des minéraux, de leurs minéraux. Comment vous avez aussi trouvé ça? Il est le président de la République, garant de la nation. Il a la lourde responsabilité d'aider les Congolais à aller de l'avant. Aussi à jouir de leurs ressources naturelles. C'est constitutionnel d'ailleurs. C'est un droit pour chaque Congolais de vivre de la richesse de son pays. Dernière question, Noé FARDC enregistre des prouesses dans l'est du pays déjà, avec l'état de siège. Vous suivez de près aussi cette question? Oui, je suis Congolais. L'actualité du pays, surtout la question qui touche à la sécurité, m'intéresse. Très bien. Et comment vous jugez les résultats jusqu'à présent que nous avons, les informations qui nous tombent chaque jour? Est-ce de la manipulation ou c'est la vérité? Bon, dire que c'est de la manipulation, je ne crois pas. Bon, je ne suis pas du pouvoir, mais je pense que les questions qui touchent à la sécurité ou à l'intégrité de notre territoire ne doivent pas nous diviser. Justement, le but de l'état de siège, c'est ça. Faire face aux menaces dont fait l'objet l'intégrité de notre territoire et nos compatriotes qui sont à l'est du pays. C'est comme ça que le président de la République a décrété l'état de siège pour intensifier l'action de l'armée qui doit rétablir l'autorité
de l'État mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. C'est tout à fait normal qu'on puisse enregistrer des résultats qui dépassent ce qui était dans les circonstances normales. Très bien. Vous voulez communiquer sur un dossier, puisque là, je me vois clôturer l'émission. S'il faut communiquer sur un dossier, parce qu'aujourd'hui on touche à tout le monde parle de beaucoup de choses à la fois. Il y a ceux qui réclament la création d'une juridiction ad hoc, une juridiction pénale internationale pour juger les crimes commis en République démocratique du Congo. Ouais. La question continue à susciter, être débattue, à susciter des Et c'est quoi réactions. votre point de vue? Mon point de vue... Là, vous fixez directement la caméra. Mon point de vue est que depuis le 11 avril 2013, le Parlement a voté une loi sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Okay. Et que cette loi donne compétence à nos cours d'appel de juger les auteurs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides. Mais auparavant, depuis 2002, nous avons ratifié les statuts portant création de la Cour pénale internationale et que cette juridiction est complémentaire des juridictions nationales. C'est-à-dire que la CPI n'exerce sa compétence que si les juridictions nationales ne poursuivent pas, ne sont pas à mesure de poursuivre, ou soit n'engagent des poursuites que pour couvrir les auteurs de l'impunité. Là, la CPI peut exercer sa compétence. Donc, nous avons des juridictions compétentes pour juger les auteurs de ces crimes. Au lieu de chercher la création d'une juridiction internationale, il faut plutôt encourager, faire pression aux procureurs généraux d'engager des poursuites contre les présumés auteurs de ces crimes qui vivent en RDC ou ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais place à présent à la deuxième partie. Là, je vois Keita et Marilou. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Merci. Donc, on a deuxième partie émission Nebiso. Le lobo, notre bon phénomène enfant de la rue. Nous avons Madame Marilou Bokola. Ensemble, bon Maïmatali, enfant de la rue. Bonjour, Madame. Bonjour, merci. Quelles sont les causes majeures de ces phénomènes enfants de la rue? Les causes majeures du phénomène enfant de la rue, on ne saurait pas dire cause majeure parce que ce sont des causes tout court, vu qu'il y a plusieurs réalités, plusieurs choses qui entrent en jeu, qui entrent en musique, pour que nous ayons aujourd'hui des enfants dans la rue, qui ne sont pas enfants de la rue, entre autres l'abandon au niveau de famille, du fait de perdre un ou deux de leurs parents. Deux fois on dit qu'ils sont sorciers, donc il y a tellement de choses qui entrent en danse qu'on ne sait pas bien définir clairement le raison ou le motif qui occasionne à ce que les enfants se retrouvent dans la rue. Ben, en clair, on pourrait dire en un mot que ce sont des enfants abandonnés de par ceux qui sont leurs premiers responsables. Voilà. Quelle est la mesure l'État par rapport à phénomène enfant de la rue? Phénomène enfant de la rue, bien enfant dans la rue. L'État est l'État et tout enfant est enfant devant la loi. Donc, puisqu'ils sont enfants, d'abord, basant là-bas droit, oh, il y a bango et pas l'État. Donc, l'État a protégé l'enfant nyonso. Donc, déjà, le mesure où l'État a besoin, il y a optique que la moine nyonso n'a pas droit na yé. Et basé à l'enfant dans la rue, ou enfant dans de famille, dans de maisons, dans de hommes, dans de foyers, il reste enfant avec tout le droit. Déjà, les mesures sont prises, les mesures sont légales. Alors, s'il faudrait aller dans le sens plus spécifique, l'État a un mécanisme vraiment clair pour les enfants dans la rue, à part garde-fou légal pour parler de la loi, la loi portant protection de l'enfant. Et ce sont les réelles mesures où l'État a joué là-bas enfants dans la rue.
Donc qu'ils soient dans la rue ou dans le foyer, ils sont tous enfants et qui ont des droits. Souvent tout le monde a bon na nzela ba fille to ba garçon baza bongo soumis na ba viol à cause ya non protection et l'état ba nzela ba on dit ko utiliser bango na ba vente ya ba drogue ya ba alcool. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser une site ou un endroit pour la protection et c'est une très belle question. Le gouvernement a besoin dans un ministère des Affaires sociales. Tous appellent la mousse gens famille et enfants. Et à tous les gens famille et enfants, enfants les arabes, oh c'est pas maman la tata, t'es pas tata, moi c'est de nos côtés. Donc je venais de dire que l'État s'est déjà organisé afin qu'Europe ça moi na ce droit là. Alors, ces ministères-là existent. Ces ministères, on a deux ministères. On a, il y a genre, famille et enfants. Et puis, il y a un ministère social, affaires sociales. Et réfléchissera tout justement. Il y a genre, il y a ma question. Comment répondre à la prérogative, il y a des difficultés. Enfants dans la rue, dire qu'ils ne sont pas protégés. Moi, je dirais que c'est trop fort. Seulement qu'il faut reconnaître le faiblesse, il y a protection, on est à quel niveau. Puisque ces ministères, ils travailleront directement pour été. Ils auront une entité décentralisée. Et que l'entité décentralisée, mais sous peut travailler directement dans un organisme, une structure et un appui dans le gouvernement. Vous voyez? Alors, il y a un appui dans le gouvernement, il y a ONG, ASBEL, qui accompagner l'État. Ce sont ces ONG qui travaillent directement pour la protection de l'enfant. Mais, j'ai bien dit, il y a un appui au gouvernement de par ces deux ministères et accompagner ONG. Donc déjà, il y a des mécanismes de protection. Mais seulement il faut reconnaître à quel niveau la faiblesse de ces mécanismes-là. Parce que ce sont les mécanismes qu'on réussit, mais pas de mais puisqu'il y a de faiblesse, nous allons continuer à croître comme enfants dans la rue. Alors comment mettre fin au phénomène enfant de la rue? Comment mettre fin à ces fléaux? Mettre fin à ces phénomènes, c'est un paradoxe. Dans l'ingénierie, il y a une illusion, vu que l'instabilité sociale est à la base des bambous. Oui. Moi, je pose une question par rapport à la cause. Donc, il faut définir un côté, parce que j'ai même parlé de l'abandon. Et l'abandon est la suite, la conséquence, il y a instabilité de ma famille. Alors, tant que la société, et plutôt la vie sociale sera instable, tu se retrouvera quand un enfant dans la rue. Puisque moi, je n'ai pas azangi moboti na ye, je en charge azalité. Alors, on se retrouve dans balabala. Moi, je n'ai pas ndoki. Famille bengane pas ndoki. Alors, on se retrouve dans balabala. Du coup, l'enfant se retrouve instable, sans abri. Azana mutu o ya ko se confier pas na été que to se fier pas na été. Et moi, non, na balabala. Et ceux qui ont eu l'occasion de encadrer par une ONG, mais il suffit aussi que l'ONG ait les moyens nécessaires pour s'assurer à ce que moi en sécurité. Mais ceux qui ont ONG ont la faiblesse, il y a encadrement, il y a accompagnement, il y a structure par rapport à au bazar dans la rue. ONG wana azana ba makoki ya malonga te, moi ozonga na balaba. Souvent ce sont des pasteurs au bazar à la cause. Voilà, le pasteur à la cause. C'est une des causes, on a le bien, une des causes vraies. Tout ça, ce sont des faits sociaux. Où ils allaient à la base, il y a croissance, il y a taux, il y a des enfants dans la rue. Alors, mettre fin à ces phénomènes, oui, c'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile pourquoi tant que la vie sociale ne sera pas stable, on ne sera pas en mesure de balayer ces phénomènes. Alors, pour balayer ces phénomènes, l'éradiquer, il faudrait s'assurer de la stabilité de la vie sociale. C'est par là qu'on pourrait dire que, voilà, aujourd'hui, de longs phénomènes enfants dans la rue, qu'on s'assurait qu'on croître foyer social, foyer social plutôt. Ce qui va foyer est à multiplier. L'État a subventionné en vrai ma structure, on a ONG, on a un appui. Dans le ministère on a affaires sociales famille et enfants donc comment on espérer qu'un jour phénomène enfant de la rue qui cause la éradiquer dans le Congo. Merci Nambalandi Hachine biso le tobile ki bongo phénomène enfant de la rue. Madame
Marilou, mot de la fin par rapport à ce sujet. C'est que dans le biso nyonso o tozali na société congolaise madame Keita ezali koyeba obatela bana azala ndoki te tata na ye azala te to épargner bana na kobima na balabala comme enfant dans la rue na balabala makama eza ebele mona o boza ko négliger na balabala tant mosusu yende semaki azala tata mokonzi ya ekolo lobi. Mais puisque moi on a un encadrement, balabala et sa éducation te, balabala et sa construction te. Na balabala exemple moi donc mutakola kisa moninga nzela azalité. Na scoutisme na meute balobaka, le louveteau ne s'écoute pas entre eux. Le louveteau n'écoute que le vieux loup. Alors ceux qui louveteau, moi na botiki na balabala, azana vieux loup oya koyoka te. Vieux na ye komi moninga na ye ba komi koyoka na kaka bango na bango attendons-nous na poto na manque ya venir na bana wana na yango to kosenga na biso nyonso esika nyonso tozwani peu importe mabe ya mwana likambo oyo koya na ba famille na biso totika mwana wana te atelenga azalaka ndoki te azalaka na tata te maman te batela mwana encadré de façon que lobby azana ba condition ya malamu. Merci na balandi ya chaîne biso Eden TV de auto qui bongo phénomène enfant de la rue bongo to kutani bongo na suite mususu. Merci. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.